Bonjour et bienvenue dans cet atelier de microscopie offert par le Centre d'innovation biomédicale de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Je m'appelle Nicolas Stifani et aujourd'hui nous allons voir et discuter différentes méthodes d'acquisition en microscopie. Plus spécifiquement, nous allons discuter des techniques de contraste en lumière transmise. L'équipe derrière ce projet se compose d'Aurélie Cléré-Buot, responsable de la plateforme d'imagerie du Centre de recherche du CHUM, d'Emmanuel Bajon, André Lévesque et moi-même du Centre d'innovation biomédicale de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. La microscopie est une technique flexible qui peut s'adapter à différents besoins expérimentaux. Il existe donc différentes méthodes adaptées à diverses applications, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Quelles sont ces méthodes? La première méthode est la microscopie à champ large, aussi appelée microscopie plein champ, et nous allons la découvrir aujourd'hui. La méthode suivante est la microscopie confocale à balayage. En anglais, elle est nommée point scanning confocal et consiste à déplacer un seul point sur l'échantillon. L'ensemble des points scannés produira alors une image. Une variation de cette méthode est la microscopie confocale à disque rotatif. Au lieu de balayer un seul point sur l'objet, plusieurs points sont balayés simultanément, permettant une acquisition beaucoup plus rapide. La microscopie super résolution regroupe plusieurs techniques qui permettent de dépasser la limite de résolution de la lumière. Enfin, il existe des techniques spécialisées telles que la photomanipulation, la microscopie multiphotonique ou la microscopie à feuillet de lumière, et nous allons les découvrir dans les séances subséquentes. Qu'est-ce que la microscopie plein champ? C'est une méthode de microscopie qui éclaire l'ensemble du champ de vision de l'objectif. La lumière émise par une source lumineuse illumine l'intégralité de l'échantillon, et cette lumière est ensuite collectée par des lentilles et projetée sur une caméra. En microscopie plein champ, il existe deux grandes catégories. La lumière transmise, qui utilise la lumière traversant l'échantillon, et la fluorescence. Aujourd'hui, nous allons explorer les différentes techniques de contraste en lumière transmise. Le fond clair, le champ sombre, le contraste de phase, la lumière polarisée et le contraste interférentiel. Vous trouverez ci-dessous des exemples d'images illustrant le rendu en fond clair, en contraste de phase et en DIC. Les microscopes se présentent principalement sous deux formes. Les microscopes droits, qui observent les échantillons par le dessus, les microscopes inversés, qui possèdent leur objectif sous les échantillons. Bien qu'il existe des microscopes capables de s'inverser, ils restent encore très rares. Les microscopes droits sont particulièrement bien adaptés pour observer des échantillons montés entre lame et lamelle. Ils peuvent aussi être utilisés en électrophysiologie ou en microscopie intravitale. Les microscopes inversés, eux, sont particulièrement adaptés à regarder des échantillons dans des plaques ou des pétris. Ils peuvent être également utilisés pour des échantillons montés entre lames de verre. Prenons l'exemple d'un microscope droit simplifié. Il possède une source lumineuse, un échantillon et un porte-échantillon, un objectif, un sélecteur de chemin lumineux qui peut envoyer la lumière soit vers les oculaires, soit vers la caméra. Le chemin lumineux est le suivant. En réalité, il y a également des filtres qui vont modifier la lumière incidente. Mais par souci de clarté, j'ai simplifié en les omettant. Un élément important en lumière transmise est le condenseur. Le condenseur se situe sous l'échantillon, dans un microscope droit. Nous allons voir maintenant pourquoi il est important et comment l'utiliser. Le condenseur est un ensemble de lentilles qui focalisent la lumière sur l'échantillon. Il comporte également deux diaphragmes, un diaphragme de champ et un diaphragme d'ouverture. Il possède
une tourelle pour entrer des filtres. Il est possible d'ajuster le condenseur en hauteur selon l'axe vertical. Comment ajuster le condenseur? Cet ajustement est appelé alignement de Kohler. Voici les étapes à suivre. Tout d'abord, utilisez un objectif de faible grossissement et faire la mise au point sur l'échantillon. Fermez ensuite le diaphragme de champ. On va voir apparaître sur l'image un cercle lumineux. Il sera nécessaire de faire la mise au point du condenseur afin que ce cercle lumineux soit parfaitement net. Le condenseur peut être également déplacé latéralement afin de centrer le diaphragme sur le champ de vision. Il faut ensuite réouvrir le diaphragme de champ afin d'ajuster le centrage et d'illuminer l'ensemble de l'échantillon. Enfin, il reste à régler le diaphragme d'ouverture pour modifier la résolution, le contraste et la profondeur de champ. Ici, un exemple d'image où le condenseur est mal aligné sur la gauche et où le condenseur est correctement aligné sur la droite. Notez les différences. Pour résumer, le condenseur focalise la lumière sur l'échantillon. Il doit être ajusté en hauteur. Les diaphragmes de champ et d'ouverture modifient respectivement le diamètre du champ illuminé pour le premier, le contraste, la résolution et la profondeur de champ pour le second. Ici, deux images du même échantillon prises avec le même microscope. La seule différence, c'est le diaphragme d'ouverture. Quelles sont les différences entre ces deux images? L'image de gauche est plus lumineuse que l'image de droite. Elle est par contre moins contrastée. L'image de gauche a une meilleure résolution que l'image de droite. Par contre, sa profondeur de champ est limitée. Lorsque le diaphragme d'ouverture est ouvert, l'image est plus lumineuse, mais possède moins de contraste. Elle a une moins bonne profondeur de champ, mais une meilleure résolution. Lorsque le diaphragme d'ouverture est fermé, l'inverse se produit. Que faut-il pour utiliser un microscope en fond clair? Peu de choses à vrai dire, car c'est la méthode de base en microscopie. Il faudra donc une source lumineuse, un condenseur, un porte-échantillon avec un spécimen, un objectif et un détecteur, que ce soit une caméra ou nos yeux. Dans le condenseur, aucun filtre ne sera inséré dans la tourelle. Il sera cependant nécessaire d'ajuster le diaphragme d'ouverture et le diaphragme de champ, ainsi que la hauteur du condenseur. Comme énoncé précédemment, j'ai volontairement simplifié les choses pour me concentrer sur l'essentiel. Voici le schéma d'un microscope que nous utilisons couramment. Comme vous le voyez, le chemin lumineux possède de nombreuses composantes et chaque composante possède différentes options. Pour résumer, la microscopie en champ clair est la méthode de base sur un microscope. Elle est particulièrement bien adaptée aux échantillons colorés. C'est une technique très facile et abordable, qui est compatible avec le vivant car elle ne génère pas de phototoxicité. Il y a cependant des limitations. Elle n'est pas compatible avec les échantillons qui ont un faible contraste ou ceux qui sont trop transparents. Et elle est également peu spécifique. Nous avons vu la microscopie en fond clair, nous allons voir maintenant la microscopie en champ sombre. Cette vidéo illustre le principe de la microscopie en champ sombre. Un microscope simplifié se compose d'un détecteur, d'un objectif schématisé par une lentille, d'un condenseur et d'une source lumineuse. Dans le cas de la microscopie en champ sombre, il y a un anneau de phase qui va sélectionner la lumière afin qu'aucune lumière ne pénètre dans l'objectif.
Lorsque l'échantillon est placé dans le chemin lumineux, une partie de la lumière va être modifiée et pénétrer dans l'objectif. Il y aura la formation d'une image claire sur un fond sombre. Que faut-il pour faire de la microscopie en champ sombre? Il est nécessaire d'avoir un microscope de base, en fond clair, et d'y ajouter, dans le condenseur, un anneau de phase pour le champ sombre. Et c'est tout. La microscopie en champ sombre est idéale dans plusieurs situations. Elle permet d'observer des échantillons transparents, des coupes de tissus, des cellules en culture ou même des nanoparticules. Facile et simple à utiliser, elle est hautement sensible et offre une résolution exceptionnelle, même à faible grossissement. Il y a cependant des limitations. Cette technique requiert une illumination intense, et la lumière collectée est faible en intensité. Par conséquent, elle n'est pas adaptée aux échantillons épais et peut facilement être perturbée par la présence de débris. Ici, une paramétrie en champ clair et en champ sombre. La technique suivante est le contraste de phase, une avancée majeure dans le domaine de la microscopie. Inventé par Fritz Zernike, il lui a valu le prix Nobel en 1953. Cette vidéo illustre son fonctionnement de manière concise. Un filtre, percé d'un anneau de phase, est inséré dans la tourelle du condenseur. Cet anneau de phase permet uniquement à la lumière en phase de pénétrer dans l'objectif. Lorsque l'échantillon est inséré, il va perturber les rayons lumineux, créant ainsi des variations de phase. Ces variations de phase vont créer des interférences qui vont produire le contraste sur l'image observée. Ce contraste est visuellement perceptible par des changements dans l'intensité lumineuse en fonction du décalage de phase induit. Finalement, l'intensité de la lumière non modifiée par l'échantillon est réduite par un anneau de phase complémentaire à celui présent dans le condenseur. Ici, deux images d'un même échantillon prises avec le même microscope. La seule différence est que l'image sur la gauche est prise en fond clair, tandis que l'image sur la droite est prise en contraste de phase. Quelles sont les différences? Que faut-il pour faire de la microscopie en contraste de phase? Il est nécessaire d'avoir un microscope de base en fond clair et d'y ajouter un anneau de phase dans la tourelle du condenseur. Cet anneau de phase doit correspondre à l'anneau de phase complémentaire présent dans l'objectif. Si l'objectif ne possède pas d'anneau de phase, il ne sera pas possible de visualiser l'échantillon en contraste de phase. Chaque objectif possède un anneau de phase correspondant. Pour résumer, la technique du contraste de phase améliore le contraste des échantillons transparents, ce qui la rend particulièrement adaptée aux cellules en culture et aux bactéries. Cependant, elle produit un halo blanc autour de l'objet. Elle nécessite l'utilisation d'objectifs spécifiques contenant un anneau. Cet anneau limite la résolution et la transmittance en fluorescence. Nous allons voir à présent le principe de fonctionnement de la lumière polarisée. Reprenons le microscope simplifié que nous avons vu précédemment. La source lumineuse émet une lumière sans polarisation particulière. Lorsqu'un polariseur est inséré, il ne laissera passer que la lumière polarisée dans une seule orientation. Un second polariseur placé après l'objectif avec une orientation perpendiculaire de façon à bloquer la lumière incidente. L'image sera donc noire.
Lorsqu'un échantillon biréfringent est placé dans le chemin lumineux, il va séparer la lumière incidente en deux rayons, avec des angles de polarisation différents. L'intensité change en fonction de l'angle de rotation de l'échantillon. Pour les échantillons épais, il y a également un changement de longueur d'onde, ce qui change la couleur de l'échantillon. Que faut-il pour faire de la microscopie en lumière polarisée? Il est nécessaire d'avoir un microscope de base, en champ clair, et d'y ajouter un polariseur dans la tourelle du condenseur, ainsi qu'un analyseur après l'objectif. En tournant le polariseur autour de son axe, on sélectionne l'angle de polarisation perpendiculaire à celui de l'analyseur. Seuls les rayons de polarisation ayant été modifiés par l'échantillon sont transmis au détecteur. Ici, deux images d'un même échantillon d'urine prises avec le même microscope. La seule différence est que l'image de gauche est prise en champ clair et l'image de droite est prise en lumière polarisée. Quelles sont les différences? Ici, une comparaison des différentes techniques de contraste en lumière transmise. Des détails comme l'enveloppe autour des cristaux n'est visible qu'en contraste de phase. La biréfringence des cristaux est clairement visible en lumière polarisée. La dernière technique que nous allons voir aujourd'hui est le DIC, pour contraste interférence différentielle. La lumière, non polarisée par la source lumineuse, traverse un polariseur orienté à 45 degrés. La lumière sera donc polarisée selon cet angle. Un prisme va séparer cette lumière en deux rayons lumineux de polarité orthogonale, une à 0 degré, l'autre à 90 degrés. Le condenseur va focaliser la lumière sur l'échantillon, en deux points adjacents. Ces deux points auront un indice de réfraction légèrement différent, ce qui créera un décalage de phase entre les rayons lumineux. L'objectif va collecter ces rayons lumineux et un second prisme va les recombiner. À ce moment, les rayons vont créer des interférences. Le polariseur va retirer la lumière non modifiée. Que faut-il pour faire de la microscopie en contraste d'interférence différentielle? Il est nécessaire d'avoir un microscope de base en fond clair. Et comme pour la microscopie en lumière polarisée, il faudra ajouter un polariseur et un analyseur. De plus, deux prismes spécifiques, un dans le condensateur et un après l'objectif, sont nécessaires. Ils séparent la lumière pour ensuite la recombiner. Les interférences de phase entre les rayons lumineux seront transformées en différences d'amplitude, ce qui créera du contraste. Pour résumer, la microscopie en contraste d'interférence différentielle, ou DIC, est particulièrement bien adaptée aux échantillons transparents, comme les cellules en culture. Cette technique convient aux échantillons épais et offre une bonne résolution, notamment en Z. Elle crée une apparence pseudo-3D grâce à un ombrage directionnel. Elle est cependant plus complexe à mettre en place et plus coûteuse. Elle n'est pas non plus compatible avec les plastiques.
Ici, une comparaison des différentes techniques de contraste en lumière transmise. Nous observons la même cellule en fond clair, en contraste de phase, en DIC et en DIC combiné à la fluorescence. Quelle est la résolution en lumière transmise? Selon l'équation du critère du baron de Rayleigh, deux points sont résolus si la distance qui les sépare est au moins égale à 1,22 multiplié par la longueur d'onde et divisé par la somme des ouvertures numériques du condenseur et de l'objectif. Vous voyez ici le rôle crucial du condenseur qui influence autant la résolution que ce que l'objectif de l'influence. Pour toute question sur cet atelier, vous pouvez nous contacter à microscopie@cib.umontréal.ca. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram à microscopie_Montréal. Je vous remercie pour votre participation.